Alors, plaçons-nous toujours dans les accidents génétiques de la méiose et la diversification des génomes. Ce cours, donc dans le chapitre 2, en fait, vous élèves de terminale, vous allez comprendre de quoi il s'agit. N'importe quoi. En fait, pour commencer un cours, des fois on a l'air un peu con. On se dit on sait de quoi on veut parler et puis on dit des bêtises. Bon, ben évidemment, vous élèves de terminale, vous savez de quoi on va parler. Bon, bref. Donc le cours aujourd'hui, ce sont les familles multigéniques, existence et origine de gènes apparentés. Il s'agit toujours du chapitre 2, correspondant aux accidents génétiques de la méiose et diversification des génomes. Alors, je me sens un peu con aujourd'hui. Alors avant de commencer, pas avant de commencer, mais bon, les connaissances, ce sera que vous avez acquis ou que vous allez devoir acquérir, ce seront les accidents engendrent parfois une diversification importante des génomes et jouent un rôle essentiel dans l'évolution biologique, notamment dans le cas des familles multigéniques dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, vous devrez peut-être savoir schématiser les mécanismes expliquant certaines anomalies chromosomiques après méiose et après fécondation, mais là, bon. Bon. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire quelques mots sur les globines, puisqu'on va travailler sur les globines aujourd'hui. Alors, évidemment, toujours problème technique. Donc, dans la structure des protéines, on peut avoir, alors évidemment, bon, je ne vais pas parler des structures primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, enfin quaternaires, si on va parler un petit peu après, tertiaires aussi. Donc, structure quaternaire, il existe des protéines complexes qui sont formées de plusieurs chaînes polypeptidiques. Alors, c'est quoi un polypeptide? Un peptide, donc, c'est une séquence d'acides aminés qui résulte de l'expression d'un gène, donc notamment au cours de la traduction des ARN messagers dans le cytoplasme, traduction en une chaîne primaire d'acides aminés. Donc il existe des protéines complexes formées de plusieurs chaînes polypeptidiques et l'assemblage de ces sous-unités entre elles constitue la structure quaternaire de la protéine. Donc ça veut dire que, en gros, au cours de la traduction, on a une séquence linéaire d'acides, donc d'ARN messagers, qui est codée, enfin, qui est transformée entre guillemets, en une chaîne, donc en une séquence primaire d'acides aminés. Et ensuite, il va y avoir des repliements qui vont pouvoir donner une structure tridimensionnelle et plusieurs structures tridimensionnelles qui s'assemblent entre elles, comme ce sera le cas de l'hémoglobine, constituent ce que l'on appelle une structure quaternaire. Alors, parlons plus spécialement de l'hémoglobine, puisqu'on va parler des globines tout à l'heure. C'est quoi l'hémoglobine? Eh bien, c'est une molécule qui est présente dans les globules rouges et qui permet le transport de l'oxygène vers les tissus. Elle contribue aussi dans une moindre mesure à l'évacuation des ions H+ et du CO2. Alors, chez l'adulte, cette hémoglobine est constituée de deux sous-unités alpha, donc alpha-globine, d'alpha-globine, et de deux sous-unités bêta, donc on dit également de bêta-globine. Ces sous-unités sont assemblées de telle façon qu'elles laissent une cavité au centre du tétramère. Donc ça veut dire que vous avez 1, 2, 3, 4 sous-unités qui s'assemblent entre elles grâce à des liaisons spéciales d'acides aminés, et au milieu, il y a une cavité, mais comme un trou. Donc cette cavité ne sert pas à lier l'oxygène, mais elle a un rôle à jouer dans la régulation du rôle de l'hémoglobine. Donc chaque unité globine est associée à un groupement que l'on appelle groupement M, H-E accent grave M-E, qui contient en son centre un fer qui est capable, quand il est bien aligné avec ce groupe, de s'associer avec le dioxygène. Donc autrement dit, on a 4 M, puisqu'on a 4 sous-unités, 2 alpha, 2 bêta. Au milieu, on a donc l'M, et au milieu de l'M, on a
le fer, et donc 4 sous-unités, donc 4M, donc 4 fer, qui peuvent fixer 4 dioxygènes. Autrement dit, donc on a, si on représente un groupement de ces 4 sous-unités, bon non, j'en ai déjà parlé, pas la peine. Donc voilà. Alors, donc ces structures tertiaires et quaternaires de l'hémoglobine, donc tertiaire, donc une molécule primaire en représentation tridimensionnelle en fait, et quaternaire, donc les 4 sous-unités qui s'assemblent. Donc les structures tertiaires et quaternaires de l'hémoglobine jouent un rôle primordial dans son rôle de transporteur. La protéine hémoglobine va exister sous 2 formes. Donc ce tétramère peut exister sous 2 formes. La forme T, T pour tendu, qui a une faible affinité pour l'oxygène, et la forme R, R pour relaxé, qui est de haute affinité pour le dioxygène. Ces 2 formes existent en un équilibre rapide qui dépend du pH ambiant et de la présence ou non de dioxygène. À un pH élevé et en présence d'oxygène, la forme R, donc relaxée, est privilégiée, et l'hémoglobine cherche donc à capturer le dioxygène dans ces conditions-là, mais lorsque le pH est bas et quand l'oxygène est rare, alors la forme T, c'est-à-dire tendue, est privilégiée, et l'hémoglobine relâche le dioxygène. Donc c'est ce qui va se passer à la sortie des poumons. Lorsque le dioxygène va pénétrer dans les globules rouges, eh bien on passera à une forme R qui va être relâchée et qui va avoir une grande affinité pour le dioxygène, alors qu'au niveau des tissus, ce sera le contraire. Donc on basculera sur la forme T qui aura une faible affinité pour le dioxygène, et le dioxygène sera relargué, relâché dans les tissus. Tissus ensuite qui se serviront du dioxygène pour produire entre autres de l'énergie par oxydation du glucose, par exemple. Donc, juste pour mémoire, on a, si le pH est bas, on a la forme T, T pour tendu, une cavité centrale au milieu est plus grande, il y a une faible affinité pour O2, par contre il y a une grande affinité pour CO2 et les ions H+. On parle ici de déoxyhémoglobine. Par contre, si le pH est élevé, on a privilégié la forme R, donc relâchée, la partie centrale devient plus petite et il y a alors une grande affinité pour le dioxygène et par contre une faible affinité pour les ions CO2 et H+. On parle ici d'oxyhémoglobine. Donc voilà, c'était juste un petit rappel que je voulais vous faire. Bon, ça vient, oui. Alors, on va essayer de... Alors, ce cours est, je ne dis pas complexe, mais un petit peu spécial. Je vais d'abord vous présenter les documents et ensuite on va approfondir un petit peu les explications. Donc là, on parle de famille multigénique. Famille multigénique, existence et origine de gènes apparentés. Apparentés, donc ça veut dire que des gènes vont avoir un ancêtre commun. Et puis de cet ancêtre commun, il y aura des modifications qui vont amener les gènes actuels. Et donc entre l'ancêtre commun et toute la gamme de ces gènes qui se forment par mutation, par translocation, par tout ce que vous voudrez en fait, eh bien on a des familles. Familles multigéniques, ça veut dire que des gènes vont se former à partir de gènes de départ. Alors, dans le génome d'une espèce, il existe des gènes qui, sans être identiques, vont présenter de fortes similitudes. Donc on sous-entend là qu'il y a un ancêtre commun. On parle, bien entendu, comme je vous l'ai dit, de famille multigénique. Mais alors, on peut se poser la question suivante, c'est qu'est-ce qu'une famille multigénique, en détaillant un petit peu plus, et comment se constitue une famille multigénique. Alors tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de l'hémoglobine,
assemblage de 2 globines alpha et 2 globines bêta. Donc là, on est bien dans les globines qui sont des protéines. Une structure primaire au départ, suite à la traduction de l'ARN messager, repliement, formation de liaisons plus ou moins fortes entre les différents acides aminés constituant cette structure primaire, et au final, on obtient une structure tertiaire. Donc les globines sont bien des protéines qui sont groupées par 4, 2 alpha, 2 bêta, et elles constituent la molécule d'hémoglobine, qui est une molécule qui transporte le dioxygène des poumons vers les tissus. Donc en s'insérant dans les globules rouges, en fait. Donc dans les globules rouges, les globules rouges sont des transporteurs de dioxygène, sous-entendus par l'intermédiaire des molécules d'hémoglobine. Donc dans l'espèce humaine, chaque individu produit plusieurs globines différentes dont l'association forme diverses molécules d'hémoglobine. Alors, par exemple, si vous procurez sur Internet une modélisation 3D de 3 globines humaines produites à différents moments de la vie, où l'on représente le squelette carboné, la coloration des acides aminés, la représentation du cofacteur M fixant le dioxygène et ses sphères, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il y a des petites différences. Par exemple, pour l'alpha globine qui possède 141 acides aminés, par exemple, la globine gamma qui possède 146 aminés, et puis on pourrait également voir zeta qui possède 141 acides aminés, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, les globines, quelle est la fonction des globines? Eh bien, les globines ont pour fonction de constituer les molécules d'hémoglobine, puisqu'elles s'assemblent par 4, évidemment, qui assurent quoi? Eh bien, le transport du dioxygène sanguin. Sanguin, ça veut dire dans le sang. Mais toutes ne sont pas produites simultanément. En effet, il y a la production au cours de la vie embryonnaire, au cours de la vie fœtale et après la naissance. Donc ces 3 productions ne sont pas les mêmes. Alors on arrive en finalité à quelque chose qui sera constant, bien sûr, après la naissance, comme par exemple pour l'hémoglobine A1, 2 globines alpha et 2 globines bêta. Mais on aurait également l'hémoglobine A2, mais qui est représentée pour 3% et non pas 97% pour l'hémoglobine A1. On aurait 2 globines alpha et 2 globines delta. Donc il y a, vous voyez, il y a une petite différence. Alors, donc, je vous disais que toutes les globines ne sont pas produites en même temps au cours de la vie, en passant de la vie embryonnaire à la vie adulte, après la naissance en tout cas. Eh bien, la constitution de molécules d'hémoglobine d'un individu change au cours de la vie en relation avec les différentes modalités d'approvisionnement du dioxygène. Parce que, bien sûr, l'embryon est dans du liquide amniotique et pourtant il lui faut du dioxygène. Alors comment est-ce qu'il va se procurer du dioxygène? Vous voyez, entre l'adulte qui a des poumons qui inspire, il y a du dioxygène qui passe dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires, puis dans le sang. Donc c'est gazeux. Mais dans l'embryon, le mécanisme n'est pas le même. Il y a quand même un transport de dioxygène, mais le mécanisme ne se fait pas de la même façon à travers le cordon ombilical, qui va prélever du dioxygène chez la mère pour le transporter vers l'embryon. Et pareil pour la vie fœtale, il y a des petites différences également, même si on pourrait considérer qu'il y a des similitudes avec la vie embryonnaire. Et après la naissance, bien entendu, suite au premier cri, les poumons se mettent en place, le fonctionnement des poumons se met en place, et alors nos fameux 97% d'hémoglobine A1 vont permettre en tout cas aux 2 globines bêta et alpha de s'assembler pour prélever notre dioxygène et le transporter. Alors, il existe 6 principaux types de globines, 6 principaux types de globines codés par des gènes distincts. Il n'y a pas un seul gène qui va coder pour plusieurs protéines, donc dont l'expression va donner plusieurs protéines, mais il y a plusieurs gènes
8 gènes, donc codés par des gènes. Donc il ne s'agit donc pas d'allèles différents d'un même gène, mais de plusieurs gènes qui produisent chacun leurs propres allèles, bien entendu. Les gènes codant les globines sont répartis sur les chromosomes 16 et 11, donc 2 chromosomes, certains étant présents en 2 exemplaires. Certains gènes étant présents en 2 exemplaires. Alors pour revenir un petit peu aux hémoglobines et à leur structure au cours de la vie embryonnaire, fœtale et après la naissance, donc on parle là de constitution des différentes molécules d'hémoglobine produites au cours de la vie d'un individu. Au cours de la vie embryonnaire, on a l'hémoglobine GOWER, G-O-W-O-R, donc GOWER 1, où il y a 2 globines zeta et 2 globines epsilon. Au cours de la vie fœtale, on a l'hémoglobine F avec 2 globines alpha et 2 globines bêta. 2 globines alpha et 2 globines gamma. Et non pas bêta, sinon on serait dans après la naissance. Et après la naissance, justement, on a 97% d'hémoglobine A1 qui possède 2 globines alpha et 2 globines bêta dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour initier l'explication. Et après la naissance, on a également, mais à concurrence de 3% seulement, une hémoglobine A2 avec 2 globines alpha, comme l'hémoglobine A, mais il y a 2 globines delta et non pas 2 globines bêta. Donc vous voyez que l'évolution des globines varie en fonction de l'évolution de la vie embryonnaire, fœtale et après la naissance. Donc vous pouvez également trouver un document sur la localisation chromosomique des gènes codant les différentes globines humaines. Vous allez voir donc 5 gènes sur le chromosome 11 et 3 gènes sur le chromosome numéro 16, avec un gène pour la globine epsilon, un gène pour gamma G, un gène pour gamma A, un gène pour delta et un gène pour bêta. Donc ça pour le chromosome 11. Pour le chromosome 16, on a un gène pour alpha 2, un gène pour alpha 1 et un gène pour, alors quelque chose qui est dur à dire, c'est zeta. Zeta. Donc voilà pour la présentation globale de famille multigénique des globines humaines. Alors nous allons en parler dans un autre cours de manière un petit peu différente, plus détaillée en tout cas. Alors ensuite, on peut se poser la question, donc quelle est l'origine d'une famille multigénique? Tout à l'heure on a dit qu'est-ce qu'une famille multigénique? Là on dit quelle est l'origine des familles multigéniques. Alors c'est là l'occasion de faire une activité très intéressante avec votre enseignant ou même chez vous, à condition de faire un petit mélange entre le logiciel Phylogène et le logiciel Anagène. Vous faites un petit mélange des deux pour faire l'activité que je vais vous proposer. Donc à l'aide d'un logiciel de traitement de séquences protéiques ou nucléotidiques, c'est l'un ou l'autre, Phylogène, Anagène, bon vous faites comme vous voulez. Autre chose, vous allez afficher les séquences des globines de façon à pouvoir les comparer. Donc vous les cherchez dans la banque de données, vous les sélectionnez et vous faites comparaison à partir d'un icône spécial dans votre logiciel et vous pouvez ainsi les comparer et voir qu'il y a une séquence de référence et d'origine et d'autres séquences qui auront des similitudes variables. En fait, donc il y aura des points communs et des points qui ne sont pas communs, mais on sent bien là que tous ces gènes se ressemblent. En fait, on sent bien que ça fait partie d'une même famille. Et puis ensuite, vous pouvez afficher ou construire une matrice des distances, c'est-à-dire un tableau répertoriant le nombre d'acides aminés qui différencie les globines 2 à 2. Bon, alors, évidemment, là, je vous explique, je ne vais pas vous présenter les documents, mais le résultat de votre affichage de globines et des comparaisons correspond à un alignement partiel des séquences d'acides aminés des protéines issues des 8 gènes codant pour les globines humaines. Chaque lettre correspond à un acide aminé particulier. Alors, par exemple, on pourrait très bien dire MET pour méthionine. Là, par exemple, dans le tableau,
ça peut très bien être marqué grand M. Grand M pour méthionine, V pour valine, au lieu de marquer val, L pour leucine, au lieu de marquer LEU, le. Bon, ça, c'est qu'un petit détail. Donc, chaque lettre correspond à un acide aminé bien précis. Et les acides aminés identiques à ceux de la séquence de référence sont indiqués en rouge et les séquences sont alignées, c'est-à-dire que les décalages sont introduits afin de trouver le maximum de correspondance. Alors, on estime que si deux molécules présentent au moins 20% d'acides aminés communs, vous voyez, 20% communs, c'est quand même beaucoup, hein, cela ne peut pas être dû au hasard et signifie que les gènes qui codent ces molécules ont une origine commune, donc un gène ancêtre commun, et donc ces gènes sont apparentés. Ils constituent ce que l'on appelle une famille multigénique. Alors, l'existence de molécules homologues codées par plusieurs gènes s'explique par le scénario suivant, que l'on verra après, mais juste une parenthèse pour vous dire que si vous construisez la matrice des distances entre les protéines des gènes des globines, vous pouvez obtenir des valeurs qui correspondent au nombre d'acides aminés différents, par exemple 146 au total. Bon. Dans mon cas, hein, c'est un exemple, hein, mais bon, il faut trouver le bon document. Donc je vous disais que l'existence de molécules homologues codées par plusieurs gènes s'explique par le scénario suivant. Premièrement, un gène ancestral unique se multiplie par duplication sur le même chromosome ou bien éventuellement sur un autre chromosome, et alors on parle de transposition. Et deuxièmement, au cours du temps, les copies du gène subissent des mutations ponctuelles et se différencient les unes des autres au fil du temps. Donc on pourrait avoir pour certains une mutation, puis il ne se passe rien, au bout d'un certain temps une deuxième mutation, puis une troisième, etc., etc. Donc ce qui fait que par duplication, donc on a une copie accidentelle d'un gène, donc ici sur un autre chromosome ou sur le même chromosome, et on a ensuite, donc je répète, mais des mutations qui peuvent se produire, qui vont modifier de manière aléatoire la séquence des nucléotides d'un gène. Donc à partir d'un gène ancestral unique, on peut obtenir plusieurs gènes différents qui sont apparentés parce qu'ils proviennent d'un même gène ancestral. Voilà, donc c'est pas compliqué à comprendre. Alors vous pourriez vous amuser, si on devait faire un questionnaire, à montrer que les gènes codants pour les globines humaines sont plus ou moins étroitement apparentés. Si vous savez faire ça, c'est très bien, on va expliquer tout à l'heure. Vous pourriez essayer d'expliquer comment les gènes d'une famille multigénique naissent, se diversifient et peuvent se répandre dans une population. Donc on a une famille multigénique qui peut être représentative au sein d'une population. Et puis vous pouvez formuler des questions qui sont soulevées par cette étude. Bon. Alors, maintenant essayons de reprendre ces explications de manière un petit peu plus complète, une fois que vous avez compris ce que l'on demandait dans les documents. Donc après avoir montré l'origine et l'intérêt d'un enrichissement quantitatif, donc le nombre de copies d'un gène que l'on a vu dans le cours précédent, et non pas dans ce cours tout à l'heure, eh bien, il est possible maintenant de comprendre comment des gènes peuvent se différencier et constituer une famille multigénique. On s'est appuyé pour cela sur l'exemple des globines humaines. Alors nous avons d'abord, dans un premier document, présenté différents aspects des globines humaines avec leur forme tridimensionnelle, leur fonction et leur origine génétique. Alors que l'on peut imaginer, ce qui suggère l'idée de famille de molécules protéiques apparentées et donc une famille de gènes, sans apporter pour cela de preuves concrètes, que l'on verra plus tard. Donc ce même document a permis de comprendre l'intérêt et même la nécessité absolue pour un individu de disposer de différentes globines. On avait vu qu'il y avait les globines au cours de la vie embryonnaire, puis au cours de la vie fœtale, puis après la naissance, puis ensuite au cours de la vie
toute la vie de la personne, en fait. Alors, pour démontrer que l'on a bien affaire à une famille de gènes apparentés, un autre document a suggéré l'étude comparative de ces globines à partir d'un logiciel de traitement de séquences. Alors, vous faites un petit mélange entre AnaGen et Phylogène ou d'autres logiciels éventuellement. Et vous allez pouvoir, dans ces conditions, montrer qu'un alignement de séquences permet d'amener à la compréhension de la matrice des distances et les informations de cette matrice reliées d'une part aux informations du texte que je vous ai expliqué, par exemple pourcentage minimum de ressemblance admissible pour considérer une origine commune et les phénomènes de transposition, lorsque l'on transpose, lorsque la duplication ne se fait pas sur un même chromosome mais sur un autre chromosome, et d'autre part à vos connaissances en tout cas sur les mécanismes de duplication issus de l'unité précédente, enfin du cours précédent en fait, permettent de constater qu'il s'agit ici d'un ensemble de gènes apparentés, c'est-à-dire qui ont une origine commune, s'expliquant par le phénomène de duplication génique que l'on a vu précédemment, et donc suivi de mutations ponctuelles éventuellement qui vont s'accumuler au cours du temps. Donc la reconstitution de l'histoire de la famille des globines et son importance évolutive est une problématique différente qui sera envisagée dans les cours suivants. Alors, on peut admettre que deux gènes qui ont une origine commune si les molécules qu'ils codent présentent au moins 20% de différence ou de similitude. Bon, ça dépend. On ne va pas en reparler, on en a déjà parlé, ça va vous ennuyer. On constate que toutes les valeurs inscrites dans la matrice sont inférieures à cette limite. En effet, on a des valeurs qui ne dépassent pas 50 à 60 à peu près. Différence. Donc je reviens sur le document. Donc si on regarde la matrice, si on fait la matrice des distances entre les protéines issues des gènes de globine, les valeurs correspondent au nombre d'acides aminés différents, donc 146 au total. Donc les valeurs correspondent au nombre d'acides aminés différents. Si par exemple on prend alpha 1 avec alpha 1, à votre avis, il y a combien d'acides aminés différents? 0. Par contre, si on prend alpha 1 avec alpha 2 ou alpha 2 avec alpha 1, il y a 0 acides aminés différents également. Donc ça veut dire que alpha 1 et alpha 2 sont identiques. Alors pourquoi est-ce qu'on dit alpha 1 et alpha 2 dans ces conditions-là? Ensuite, alpha 1 avec zeta, il y a 55 acides aminés différents. Et puis on continue comme ça, entre alpha 1 et bêta, on aurait 77 acides aminés différents. Et puis si je regarde la valeur maximale, j'arrive à 85. Entre alpha 1 et epsilon, en fait, on a 85 acides aminés différents. Mais bon, ça ne va pas au-delà. Donc ça veut dire que on se rapproche bien de l'idée que les valeurs inscrites dans la matrice sont inférieures à cette limite, donc à une limite. Tout à l'heure, on avait parlé des 20%. Donc tous ces gènes forment bien une famille multigénique. Voilà, c'est en quelque sorte la preuve. Cette parenté est cependant plus ou moins étroite selon les molécules considérées, puisque certaines sont identiques. Tout à l'heure, je vous ai dit alpha 1 et alpha 2, 0 différence entre les acides aminés. Ou bien presque identiques, c'est le cas entre gamma A et gamma G, alors que d'autres présentent moins de 50% de similitude, zeta et bêta par exemple. Donc si on compare ici les globines, c'est-à-dire les protéines, et non les gènes, alors pas si, mais il faut faire attention parce qu'on compare ici les globines, c'est-à-dire les protéines, et non les gènes. Donc différence d'acides aminés. Il peut donc exister des mutations silencieuses, donc ce sont différences, donc des différences entre les nucléotides qui ne se traduisent pas par des différences d'acides aminés. Voilà. Parce que des codons peuvent coder pour le même acide aminé. Et si on a une mutation silencieuse, eh ben, ça peut très bien passer inaperçu. Donc les gènes apparentés, eux, naissent par duplication, selon le mécanisme vu dans le cours précédent.
Alors, donc les gènes apparentés naissent par duplication, se déplacent dans le génome par transposition. Alors, on avait vu que dans ces conditions, les crossing over intervenaient, égaux ou inégaux. Donc, transposition, on a dit, donc changeant ainsi éventuellement de chromosomes, puisqu'on peut très bien avoir une duplication type donc sur un même chromosome, ou bien duplication, mais un gène reste sur le chromosome et l'autre, par exemple, s'il y a un crossing over, peut très bien basculer sur l'autre chromosome homologue, voire sur un autre chromosome. Donc, dans ces conditions, on a un changement de chromosome, la transposition d'un gène précis sur un autre chromosome. Et puis ensuite, donc, ces gènes qui se sont transposés, par exemple, ou dupliqués simplement sur un même chromosome, vont subir différentes mutations sous l'action de mutations qui sont ponctuelles. On avait vu qu'il y avait une probabilité de 10 puissance moins 9, probabilité donc très faible, qui du fait de leur caractère aléatoire, donc ces mutations, sont différentes selon les duplicata par rapport au gène ancestral. Donc ces anomalies chromosomiques, elles mettent en évidence une certaine plasticité du génome. Alors on avait parlé de plasticité du cerveau, et là c'est pas pareil, c'est la plasticité du génome. C'est important aussi. Elles peuvent être transmises à la descendance, ces anomalies chromosomiques. Et donc, alors comment? Eh bien par la reproduction sexuée, bien entendu, et là on parle bien de méiose, où il va y avoir donc au cours de la prophase 1 des crossing over, au cours de l'anaphase, donc séparation selon un mécanisme précis. Et on a bien donc un brassage intrachromosomique qui se fait au cours de la prophase 1 de la méiose, puis un brassage interchromosomique qui augmente encore donc cette diversité et donc cette unicité des individus que l'on comprend bien. Donc ces anomalies se font au cours de la reproduction sexuée dans la mesure où elles ne constituent pas un handicap et auront même quelquefois tendance à se répandre dans une population si elles apportent un avantage sélectif. Donc cette étude a soulevé et soulève donc des questions concernant l'intérêt biologique de tels mécanismes et également on peut se poser des questions sur la reconstitution de l'histoire évolutive globale d'une famille de gènes. Donc tout un intérêt bien entendu. Concernant ces familles multigéniques, avec existence et origine des gènes apparentés, on a bien répondu aux questions qu'est-ce qu'une famille multigénique et comment se constitue-t-elle. Donc, juste pour rappel, on a parlé de familles multigéniques à propos des globines humaines, et puis on a essayé de voir, de comprendre l'origine d'une famille de gènes à travers deux logiciels, ou un logiciel, phylogène ou anagène, comme vous voulez. On a essayé de comprendre ce que c'était que, au final, le principe de la reconstitution d'une famille multigénique, avantage sélectif ou non, selon les protéines concernées, on peut y réfléchir. En tout cas, concernant les globines, ça constitue plutôt un avantage sélectif. Notamment lorsque l'on pense que la vie est séparée en trois grands domaines concernant le dioxygène et l'oxygénation, eh bien la vie embryonnaire, la vie fœtale et après la naissance, et s'il n'y avait pas eu cette adaptation, ces familles multigéniques, on peut se demander ce que nous serions devenus. Donc à propos, dans la vie embryonnaire, ça ressemble un petit peu à l'état originel de la vie dans les océans. Donc là, on pourrait se poser la question, est-ce que chez certains organismes vivants dans l'eau, il n'y aurait pas les mêmes hémoglobines Gower 1 avec ces deux globines zeta et ces deux globines epsilon? Sujet très intéressant que je vous invite à découvrir. Le cours est terminé. Merci beaucoup. Enfin, le merci, ça suffit. Trop de politesse, c'est pas forcément bon. Donc, faut que j'arrête. À très bientôt, les amis.